Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau Nouvel Esprit Public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Matthias Fekl, l'ancien ministre et avocat, avec Béatrice Gibelin, fondatrice de l'Institut français de géopolitique et directrice de la revue Hérodote, avec Nicole Niesotto, professeur chargé de la chaire Union européenne au Conservatoire national des arts et métiers, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « 13 novembre, la justice face à la barbarie ». Et il est ainsi chapeauté. C'est le procès le plus long des annales judiciaires pour juger la série d'attaques terroristes la plus meurtrière de notre histoire, celle du 13 novembre 2015. Le défi n'est pas mince. Juger 14 accusés tout en entamant une forme de réparation morale à l'égard des victimes. Pour la première fois, une cour leur fait une grande place. Des moyens inédits ont été déployés pour édifier une immense salle d'audience qui devrait servir de nouveau pour juger l'attentat de Nice en septembre. Les parties civiles étaient 1800 à l'ouverture des débats, elles sont aujourd'hui 2400. Parmi elles, 350 se sont longuement exprimées à l'automne. On lira notamment dans ce numéro un portrait-entretien de Georges Saline que nous avions reçu pour parler précisément de ces procès des attentats du 13 novembre. Et d'ailleurs, à partir du 21, ou pas d'ailleurs, mais je signale, je répète, je l'avais dit la semaine dernière, qu'à partir du 21 janvier, au Théâtre du Rond-Point, Jacques Weber dit un texte d'Éric Fotorino, paru dans le 1 du 15 décembre, est toujours accessible. Ce texte s'intitule « La pêche du jour » et c'est une fable sur la question migratoire et sur notre indifférence. Nous avons mis en ligne mercredi dernier le premier bada d'une série de 4 conversations avec Alexandre Gady, historien de l'architecture, professeur à Sorbonne Université, directeur du Centre André Chastel et président d'honneur de la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Ce bada s'intitule « Comment l'amour de Paris puis du patrimoine vient à un jeune banlieusard et de quoi est fait cet amour ?» Les inscriptions pour notre prochain enregistrement public à l'école alsacienne le 13 février sont ouvertes sur notre site. Intéressons-nous maintenant au premier des 2 sujets de cet enregistrement, le retour de l'inflation. L'inflation est en effet de retour à des niveaux inconnus depuis 25 ans pour la zone euro, plus 5%, et depuis 40 ans pour les États-Unis, plus 7% en rythme annuel, 3% en France. Cette inflation découle d'un redémarrage rapide de l'activité économique de la zone euro qui a entraîné de fortes augmentations des prix de carburant, du gaz, de l'électricité. La composante énergie a contribué pour environ la moitié au taux d'inflation actuel, a souligné Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne. Plus 10,5% pour l'énergie, plus 13,5% pour les produits pétroliers, détaille l'INSEE. Les prix du gaz naturel et de ville se sont également envolés de 24% en 2021. L'habillement et les chaussures sont concernés par cette hausse, ainsi que l'ameublement, les appareils ménagers et les voitures. Le prix des services a, de son côté, augmenté de 1,2%, tandis que les prix alimentaires ont grimpé de 1,4%. Avec une reprise de la production très inégale d'un secteur à l'autre, d'un pays à l'autre, en fonction des errances du virus et des politiques menées, des pénuries sont apparues tout au long des longues chaînes de production mondiale. Les entreprises ont surenchéri pour acheter les maillons manquants, puces, fret maritime, gaz, bois de construction, et quand elles en trouvent, elles forment des stocks de précaution, ce qui pousse encore plus la demande. La forte inflation ampute le pouvoir d'achat des Français, alertent les économistes. Un sujet placé désormais au cœur de la campagne présidentielle. Du fait de l'inflation, le SMIC et les retraites de base seront automatiquement revalorisés, tandis que les salaires plus élevés, les retraites complémentaires et les revenus de l'épargne ne le seront pas. D'ores et déjà, la Banque de France anticipe une hausse annuelle de l'ordre de 3% des salaires contre 2% avant la crise sanitaire. La Banque de France estime que si l'inflation devrait reculer progressivement vers 2% à la fin de l'année, après avoir atteint un pic, elle devrait aussi changer de nature. Elle sera moins portée par les prix volatiles comme ceux de l'énergie et davantage par ceux des services, qui vont devoir rehausser leurs tarifs sous la pression des revendications salariales. On ne reviendrait alors pas à une inflation basse comme on l'a connue sur la dernière décennie, mais à une inflation plus proche de ce qu'elle était avant la crise financière de 2007,
un peu en dessous de 2%. Ce scénario rose est toutefois loin d'être assuré. Des facteurs structurels vont continuer à pousser les prix vers le haut. Parmi ceux-ci, le coût de la transition énergétique, la réforme de la politique agricole, les relocalisations et surtout le maintien des taux d'intérêt à un bas niveau qu'il est impossible de remonter brutalement sans provoquer une tempête financière. Sur cette question, Marc-Olivier Padis. Merci Philippe. Il y a une sorte de débat entre les instituts et les conjoncturistes pour savoir si on a affaire à un mouvement conjoncturel lié, comme vous l'avez dit, à la sortie de la crise sanitaire, à la reprise rapide de l'activité, ou si on rentre dans un nouveau cycle relativement long, durable, d'une inflation plus forte. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a affaire à une bosse inflationniste ou au début d'un nouveau cycle ? Et je crois qu'en fait, l'intérêt de ce sujet, si on est juste dans une bosse, il n'y a pas tellement de sujets à discuter. Et beaucoup de conjoncturistes disent de toute façon, ça va permettre à la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, elle a une cible d'inflation moyenne autour de 2%, qui était trop faible ces dernières années. Et donc, on va peut-être finalement se rapprocher de cette cible. Et tout ça est plutôt positif. Sauf si on rentre dans un cycle plus long. Et à ce moment-là, ça pourrait être plus préoccupant. Et on ne peut pas trancher ce sujet, nous ne sommes pas économistes, mais je pense qu'il est intéressant, c'est de voir les trois éléments de contexte dans lesquels ce débat s'inscrit. D'abord, il y a la question du contexte sorti de la crise sanitaire. Donc, est-ce que le monde post-Covid va ressembler au monde pré-Covid ? Qu'est-ce qui va changer profondément ? On était dans une situation d'inflation faible qui était atypique et difficile à expliquer pour beaucoup d'économistes et qui semblait due à deux facteurs. D'abord, que le fait que la compétition internationale qui s'est beaucoup développée ces dernières décennies tire de toute façon les prix vers le bas. Et la deuxième, c'est que le pouvoir de négociation des salariés est devenu structurellement faible en raison du chômage en France, ce n'est pas le cas partout, mais en raison de la faiblesse des syndicats, du recul du monde industriel, de l'atomisation du salariat, de la montée des emplois atypiques et des situations type auto-entrepreneur. Bon, tout ça qui finalement réduit le pouvoir de négociation des salariés par rapport au patronat. Est-ce que ça va changer en sortie de Covid ? Ce qui est sûr, c'est que ce que vous avez indiqué sur la désorganisation des chaînes de production, ça devrait rentrer dans l'ordre relativement rapidement. Le deuxième élément de contexte, c'est la transition environnementale qui va structurellement faire monter les prix de l'énergie, indépendamment des débats sur quel est le bon mix énergétique, quelle est la bonne source d'énergie, le gaz, comment faire reculer le pétrole et le charbon, etc. Il est certain que de toute façon, le coût de l'énergie va augmenter et que ça, c'est un phénomène vraiment qui va structurer les décennies qui viennent. Et puis le troisième élément de contexte, c'est plus politique. C'est ce que vous avez dit aussi dans votre introduction, c'est l'impact sur le pouvoir d'achat. Et on voit bien que la question du pouvoir d'achat s'est déjà un peu imposée dans la campagne électorale. Mais alors, l'impact de l'inflation sur le pouvoir d'achat, c'est un peu une question de perception. Comme en météo, vous savez, on dit il y a la température observée et puis la température ressentie. L'inflation, c'est un peu pareil. Il y a ce qui est observé par les instituts et puis il y a ce qui est ressenti par les ménages. Et ce n'est pas tout à fait la même chose, notamment parce que l'augmentation des prix de l'énergie touche beaucoup plus les ménages modestes que les ménages plus favorisés. Et par exemple, les 20% des ménages les plus aisés dépensent environ 6% de leurs revenus dans l'énergie, tout compris, chauffage, transport, etc. Alors que pour le premier quartile, donc les 20% les plus modestes, c'est 15% de leurs revenus. Et donc, une augmentation du prix de l'énergie a un impact beaucoup plus fort pour les ménages modestes. Et donc, même si on dit aux ménages modestes, en fait, le prix de l'énergie, certes, il augmente, mais ça reste maîtrisé, pour eux, ils le ressentent beaucoup plus fortement. Et donc, c'est tout un débat qui aujourd'hui est très courant dans la vie politique sur l'écart de perception entre ce que disent les instituts, les économistes, les experts et ce que ressentent les ménages.
Et on ne peut pas faire la leçon aux ménages en disant vos perceptions ne sont pas les bonnes, vous n'avez qu'à écouter les experts, etc. Tout ça ne fait que creuser une distance dans le discours politique. Et donc c'est pour ça que pour mieux comprendre cet écart de perception, on tient compte aujourd'hui de ce qu'on appelle le pouvoir d'achat arbitrable, c'est-à-dire qu'est-ce que les ménages peuvent vraiment changer dans l'affectation de leurs dépenses. Or, on observe que de plus en plus, dans le revenu des ménages, il y a toute une partie des dépenses qui sont contraintes ou préengagées, qui concernent justement les dépenses de l'énergie, les loyers, la mobilité, les abonnements téléphoniques, etc. Et donc, ce qui reste de disponible pour les ménages, le petit plus qui permet de se faire plaisir, est de plus en plus réduit. Et donc, ces hausses de prix ont vraiment un effet très très fort et qui induisent une distorsion dans la perception du pouvoir d'achat. D'autant plus que les ménages observent en fait leurs dépenses, ce qu'ils connaissent. Dans le panier qui sert à calculer l'augmentation du prix de l'inflation, on met des tas de choses que les ménages n'observent pas. Par exemple, les ménages sont beaucoup plus sensibles à l'augmentation du prix de l'essence à la pompe parce qu'ils vont se servir toutes les semaines ou tous les 15 jours, alors qu'une baisse de la taxe d'habitation, c'est quelque chose qui est beaucoup moins perceptible. D'autre part, quand on calcule l'inflation, on essaye de tenir en compte aussi l'augmentation de la qualité intrinsèque des produits. Mais c'est très compliqué. Aujourd'hui, comment vous voulez comparer une voiture d'aujourd'hui à une voiture d'il y a 20 ans, ou même encore plus un téléphone ou un smartphone? À quoi est-ce que vous le comparez? Le prix d'un smartphone, c'est très, très, très élevé aujourd'hui, mais on sait bien que ça n'a aucun rapport avec un téléphone avant. Bref, l'écart de perception peut avoir des effets politiques très importants. Les institutions voient l'inflation comme passagère et peut-être même comme une correction bienvenue, mais pour les ménages, notamment les plus modestes, ils peuvent y voir une attaque de leur pouvoir d'achat et une menace de plus dans un contexte politique déjà difficile. Nicole Niesotto. Oui. D'abord, ce problème de l'inflation montre à quel point l'économie n'est pas une science exacte. Il y a 2 ans, on nous disait que le risque majeur, c'était un risque de déflation, et maintenant on nous dit que le risque majeur, c'est un risque d'inflation. Donc c'est une remarque en passant. Deuxième remarque en passant, ça prouve aussi à quel point le monde subit des bouleversements extrêmement rapide. Et ce qu'on observe aujourd'hui, en particulier dans les économies occidentales, sur l'inflation, nous rappelle d'une certaine façon une situation d'après-guerre. Cette inflation aujourd'hui, elle n'est pas due à un dérèglement économique classique. Elle est due au choc du Covid, où en 2020, pendant 2 mois, on a eu une rétraction de 80% du commerce mondial, comme après une guerre. Il y a un effondrement de l'offre, exactement comme après une guerre, comme après la Première Guerre mondiale en Allemagne, j'y reviendrai. Et d'où l'augmentation, quand la demande augmente, évidemment, une pénurie, donc augmentation des prix, à quoi s'ajoute aussi un problème particulier sur le transport maritime, avec la difficulté de trouver suffisamment de bras et de mains pour décharger tous les conteneurs qui étaient en attente pendant le Covid. Donc on a une situation presque d'après-guerre face à laquelle les recettes traditionnelles de l'économie ne sont pas toujours adaptées. Et ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on voit qu'en Chine, le gouvernement a décidé de baisser les taux d'intérêt parce que la demande intérieure ne repart pas assez, donc il veut faire baisser le crédit, alors qu'en Occident, en Europe et aux États-Unis en particulier, la question est jusqu'à quel point faut-il remonter les taux d'intérêt. Donc je pense qu'on risque d'avoir ici des tensions, en tout cas sur le commerce mondial. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, comme l'a dit Marc-Olivier Padis, il y a cette différence entre le ressenti et le réel, mais quand on regarde l'inflation en France, donc 2%, ou 2,8% exactement, c'est pas non plus catastrophique. C'est pas les 7% aux États-Unis, ni les 5% de moyenne dans la zone euro. Même l'Allemagne fait pire que nous, 3,2%. Donc pour une fois que la France ne fait pas pire que les autres, je pense que c'est à noter. Mais
dans cette inflation, tous les biens de consommation ne sont pas concernés de la même manière. Et l'augmentation des prix alimentaires, en moyenne, est de 1,7% en France. Donc c'est parfaitement, ça peut passer complètement inaperçu. Alors que le prix de l'énergie, Marc-Olivier l'a dit, plus de 24% pour le gaz, plus 6% pour l'électricité, et ça touche absolument tout le monde, quel que soit le niveau de vie du consommateur. Et quand on entend des responsables de grandes entreprises populaires comme Ikea qui annoncent en décembre que l'année prochaine ces prix vont augmenter de 9% à cause d'une absence de matières premières sur le bois notamment, on a une perception qui est celle du Français moyen qui se dit tiens, les prix vont augmenter de 10% l'année prochaine. Et c'est cet effet psychologique qui fait qu'on a aujourd'hui une campagne électorale qui rappelle le temps où il y avait encore une gauche et une droite, c'est-à-dire la notion du pouvoir d'achat revient dans le thème, alors que c'était un thème qui avait dans le thème de la campagne, alors que ça avait complètement disparu, et que le gouvernement a pris des mesures très sociales, le chèque énergie de 100 € ou la négociation salariale. Un dernier point, Philippe, si je peux, sur l'effet politique de cette inflation. Et en particulier dans la relation franco-allemande au moment où la France et l'Allemagne ont un rôle particulier à jouer en Europe. En Allemagne, comme chacun sait, l'inflation, c'est un traumatisme national. Ça rappelle aux Allemands les années 20, quand la République de Weimar, totalement ruinée, multipliait la planche à billets, et c'est considéré comme cet appauvrissement des classes moyennes allemandes est considéré comme le début ou la raison pour laquelle ces classes moyennes ont voté en masse pour le nazisme. Et donc en Allemagne, il y a une impossibilité presque philosophique à accepter l'inflation. Et on voit déjà le nouveau ministre allemand des Finances, dont j'ai oublié le nom, a dit cette semaine qu'il fallait revenir à la rigueur, qu'il fallait revenir aux règles de Maastricht d'avant la crise. Et là, on voit prendre, à cause de cette inflation différentielle entre la France et l'Allemagne, un vrai risque de blocage ou de conflit entre la France et l'Allemagne, alors qu'elles étaient censées être alignées sur une même étoile pour relancer l'Europe. Matthias Fekl. Dans des matières comme celle-là, il faut être extrêmement prudent. Alors, comme disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. C'est un mot d'esprit, mais c'est particulièrement vrai, je pense, sur l'inflation et surtout dans une économie mondiale aussi volatile, aussi imbriquée, et où les phénomènes, dans un sens comme dans l'autre, vont extrêmement vite. C'est-à-dire que quelque chose qui aujourd'hui semble une vérité révélée peut, dans un semestre, être complètement inversé. Je dis ça en forme de préambule. Après, je vais quand même donner 2 ou 3 préambule, c'est une assurance. de mon point de vue. D'abord, je pense que c'est très important d'avoir le bon diagnostic entre ce qui est conjoncturel et ce qui est structurel. Et beaucoup de choses ont été évoquées là-dessus et ça me semble vraiment la question clé. Est-ce qu'on est dans un choc d'offres durable ? Nicole parlait tout à l'heure d'une comparaison avec la fin de la guerre. C'est en partie vrai. Il me semble qu'il y a une différence, c'est que plutôt que dans une destruction d'offres, on est dans une perturbation très forte de l'offre qui peut-être se reconstruire assez rapidement. On l'a vu sur certains blocages dans la logistique, notamment les blocages de grands bateaux cargo qui pour quelques semaines déséquilibrent les choses et puis ça revient. On peut dire la même chose, peut-être, de l'économie chinoise parce que, encore une fois, la situation peut rentrer dans l'ordre plus rapidement que ce qu'on espère. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la question de la transmission de l'inflation au sein de l'économie mondiale avec des chaînes de valeur beaucoup plus imbriquées que ce qu'on n'a jamais connu auparavant et donc un battement d'ailes de papillon en Chine a des conséquences extrêmement fortes ici. Sur la France, il me semble qu'il y a un aspect à bien garder en tête, c'est le sujet des négociations commerciales. Aujourd'hui, les prix, souvent, pour les produits, résultent de discussions qui ont été fixées il y a 1 an. Et les négociations commerciales dans la grande distribution, pour énormément de produits, sont en cours en ce moment. Ce sont des négociations toujours très dures, très difficiles. Il y a une spécificité française de la grande distribution qui permet, par beaucoup d'aspects, de contenir l'inflation, mais c'est positif pour le consommateur, c'est beaucoup plus dur pour les producteurs et pour les entreprises, avec là, pour le coup, une vérité des prix, sans aucun mauvais jeu de mots, qui apparaîtra au terme de ces négociations qui, encore une fois, sont en cours. Ensuite, il y a la question des conséquences politiques. Moi, je suis très en phase sur ce qui a été dit sur le pouvoir d'achat
et sur la manière très différenciée dont ça frappe les différentes catégories de la population. Donc là, danger politique extrêmement fort, je suis d'accord. Il y a la question de la spirale prix-salaire. Est-ce qu'elle s'enclenche ou non ? Elle s'enclenche de manière beaucoup moins automatique que ce qui était le cas auparavant, parce qu'il y a souvent de la désindexation, parce qu'il y a le fractionnement aujourd'hui du monde du travail, mais là aussi, évidemment, on peut rentrer assez rapidement dans des situations compliquées. Et puis il y a le contexte électoral qui peut conduire à des décisions tout à fait positives à court terme et beaucoup plus dures à long terme, parce que c'est une manne sans fin, ce genre de choses. Donc il faut contenir les problématiques sociales, évidemment, mais la planche à billets, elle a aussi ses limites. Donc là-dessus, il y a quand même intérêt à regarder de près quel type de décisions sont prises, comment elles s'impactent à long terme sur la dette française. Et puis, dernier point, je suis totalement en phase avec ce qu'a dit Nicole sur l'Allemagne. Là, il ne faut pas sous-estimer ce que ça signifie pour l'Allemagne. Et c'est un traumatisme philosophique, historique, psychologique complet. C'est la ruine complète des classes moyennes et populaires allemandes dans les années 20. Un moment où l'inflation faisait qu'en une journée, il y avait vraiment des brouettes de billets qui étaient transportés pour aller acheter sa baguette de pain. Donc c'est quelque chose de très profond et qui se traduit évidemment très fortement dans la politique allemande. Tout dernier point sur les banques centrales. Elles ont perdu l'habitude de traiter ce problème. Et parce que la situation depuis très longtemps maintenant était tout à fait stable. Donc là-dessus aussi, ce sera intéressant. Alors il y a eu au début un discours très rassurant des banques centrales, nationales comme européennes, pour dire qu'il n'y avait pas de sujet. Maintenant, il y a un sujet, il est temporaire. On va voir là-dessus, en sachant là aussi toujours, si je peux me permettre cette dernière citation, que le bon banquier central est probablement celui qui applique la devise d'Alan Greenspan. Si vous avez compris ce que je viens de dire, c'est que je me suis mal exprimé. Le bon banquier central est comme un Indien, selon le général Custer, c'est un banquier mort. Béatrice Gibelin. Bon, beaucoup de choses ont été dites, donc je vais faire une intervention qui sera plus courte. Je suis tout à fait d'accord avec Mathias et Nicole sur l'importance pour l'Allemagne de cette situation inflationniste, et donc pour l'Europe, et donc pour le couple franco-allemand. C'est une situation extrêmement difficile et délicate. Et même si Christine Lagarde, qu'on entendait il y a quelque temps sur France Inter, se veut très rassurante, très en disant mais non, c'est conjoncturel, tout ça va rentrer dans l'ordre, etc. On sait très bien déjà que dans un certain nombre de journaux allemands, on commence à attaquer sur le fait que maintenir des taux très bas, c'est notre propre épargne qui va se trouver touchée, qu'on va être appauvri. Donc il y a une montée importante avec un gouvernement qui est quand même pas là depuis très longtemps, avec une coalition qui est quand même de bric et de broc et avec des approches un peu différentes. Tout ça nous met dans une situation assez délicate. Ajoutons là-dessus, alors là, sur une question plus géopolitique, c'est-à-dire que l'Allemagne est quand même très dépendante du gaz russe, et donc l'ouverture de Nord Stream 2 devient encore plus nécessaire, et dans la négociation qu'on essaye de mener par rapport à l'attitude de Poutine vis-à-vis de l'Ukraine, tout ça fait des situations qui sont très, très délicate. Donc, un phénomène comme l'inflation peut avoir des conséquences géopolitiques qui peuvent s'enflammer, au fond, assez rapidement. Enfin, le pire n'étant jamais sûr, voilà, et espérons quand même. Deuxième point qui me semble important, c'est la question du coût de l'énergie. Parce qu'on a toujours eu tendance, et je pense aux écologistes quand je dis ça, à sous-estimer les conséquences financières pour les ménages d'être obligés de faire cette transition écologique énergétique. On a toujours laissé entendre, ça sera les emplois verts, ça sera tout sera merveilleux, on vivra sur le local, etc., etc. Or, c'est pas vrai. Si on doit faire cette transition environnementale, l'énergie va être chère, et elle va être chère longtemps, que ce soit parce qu'on va réinvestir dans le nucléaire, que ce soit parce qu'on va devoir faire beaucoup de durable, surtout parce qu'on va devoir faire les deux. Donc, on prend conscience qu'on va avoir une énergie chère et qui va beaucoup toucher, effectivement, les revenus les plus bas. Et là, on va être obligé, à mon avis, d'ouvrir les yeux. C'est plutôt les conséquences de cette inflation probable que j'essaye de voir.
Là, le troisième point, c'est le pouvoir d'achat. D'une certaine façon, si le pouvoir d'achat pouvait revenir au premier plan dans les débats, dans la présidentielle, et nous éloigner du toujours éternel discours de l'immigration et de l'invasion et du grand remplacement, ça aurait au moins une vertu pédagogique et politique que j'applaudirais. Je vous remercie. Je vous propose que nous passions au deuxième de nos sujets de cet enregistrement, celui de Joseph Biden, en proie à ces radicaux. Toute l'année 2021, l'aile modérée et la frange la plus à gauche du Parti démocrate se sont opposés à Washington, mettant en échec le président Biden, qui visait le rassemblement autour de ses priorités. Ces deux ailes ont perpétué un débat idéologique qui déchire le parti depuis des années, la guerre entre démocrates centristes et progressistes. Depuis les premiers jours de sa présidence, Biden doit effectuer une sorte de grand écart entre ces deux pôles, sur la ligne de crête d'une majorité qui ne tient au Sénat qu'à la voix de la vice-présidente Kamala Harris, ajoutée à celle des 50 sénateurs démocrates face à leurs 50 homologues républicains, plus portés à l'obstruction que jamais. Mais c'est dans son propre camp que Joe Biden ne parvient pas à faire tenir et marcher ensemble sa supposée majorité. En annonçant fin décembre son opposition au plan Build Back Better, construire mieux, le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, Joe Manchin, ou Manchin si vous préférez, a porté un coup d'arrêt aux transformations voulues par Joe Biden, un plan de transition écologique et de réforme sociale. Le sénateur Manchin a jugé ce plan trop dispendieux en période d'inflation. Fin 2021, le principal acquis de la première année d'exercice de Biden aura été le vaste plan de rénovation des infrastructures voté par le Congrès mi-novembre, au prix d'une promesse faite à l'aile progressiste de la maison démocrate que Build Back Better suivrait immanquablement. Promesse non tenue à ce stade, et déjà l'aile gauche du Parti démocrate montre des signes d'agacement à force de voir d'autres engagements de campagne s'effriter, l'abrogation de la dette étudiante, la rupture avec les politiques migratoires de Trump, et avec la volte-face de Manchin, la gauche démocrate a hurlé à la trahison. Le chef de file des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, en a même profité pour appeler Joe Manchin à rejoindre ses rangs. Voyant son projet de réforme sociale et climatique s'enliser, le président américain a lancé le 11 janvier un nouveau projet de loi sur l'accès au vote, destiné à fixer un cadre fédéral commun aux droits des électeurs, plutôt que de concéder à chaque État le droit d'organiser les élections comme il l'entend. Des réformes électorales décidées ou planifiées dans plusieurs États conservateurs du sud des États-Unis sont accusées par les associations de défense des droits civiques de compliquer l'accès aux urnes des minorités, considérées comme plus favorables aux démocrates. Le projet de loi démocrate adopté par la Chambre bute au Sénat sur la perspective d'une flibuste, c'est-à-dire sur la possibilité pour un parlementaire de prolonger le débat, de retarder ou d'empêcher le vote d'un projet de loi. Depuis 1917, cette possibilité ne peut être abolie au Sénat que par 60 voix sur 100, là où la majorité présidentielle n'en compte que 50. L'opposition de deux sénateurs démocrates, Joe Manchin déjà nommé et Kyrsten Sinema à l'abolition de cette flibuste, fait douter des règles de cette flibuste, fait douter de la capacité de Biden à imposer sa volonté à la Chambre haute. Dans quelques mois, Joe Biden risque par ailleurs de perdre une majorité au Congrès lors d'élections législatives de mi-mandat qui se dérouleront le 8 novembre. Sur cette question, Béatrice Gibelin. La situation est vraiment grave pour les démocrates, et au-delà de celle de Joe Biden, qui a annoncé, de façon un peu surprenante, qu'il serait de nouveau candidat en 2024, alors qu'il avait dit qu'il ne ferait qu'un seul mandat. La situation de Kamala Harris n'étant pas non plus excellente, il doit se dire que c'est un moindre mal s'il se représente. Mais la situation est grave, pourquoi ? Parce que cette relance qu'il vient d'essayer de faire avec le 11 janvier, avec effectivement une loi qui serait fédérale et où chaque État ne pourrait pas faire sa petite cuisine pour les découpages électoraux et les conditions dans lesquelles on va voter, il sait déjà qu'elle ne passera pas, puisque Kyrsten Sinema, qui est une jeune, son premier mandat, de sénatrice démocrate, a déjà dit qu'elle ne le voterait pas, même si elle est très favorable à cette loi. C'est là où on commence quand même à se poser des questions. Elle est très favorable à cette loi, mais le principe des 60 voix, c'est-à-dire au fond 10 sénateurs peuvent bloquer
toute une vie législative et politique, c'est quand même une minorité qui est capable de faire ça. Elle pense quand même que c'est une bonne chose et que, justement, ces 60 voix nécessitent le consensus et le débat. Quand on voit comment est la situation aujourd'hui, très polarisée entre des républicains de plus en plus extrêmes face à des démocrates dont une partie d'entre eux sont aussi de plus en plus radicalisés, on ne voit pas très bien comment les choses peuvent s'améliorer. Donc la situation, à mon avis, est extrêmement préoccupante. Parce que ce ne sont pas, au fond, des élus démocrates qu'on appelle socialistes qui, pour l'instant, gênent beaucoup Biden. Ce sont des élus modérés, démocrates modérés. Mais ce qui est le problème, c'est que Biden s'est laissé embarquer sur des programmes tout à fait... Enfin, il s'est pris pour Roosevelt, quoi, d'une certaine façon, à ceci près qu'il n'avait pas la majorité aux deux chambres qu'avait Roosevelt. Et il est donc avec une situation, on l'a dit au Sénat, où seule la voix de Kamala Harris permet d'avoir une majorité qui n'a été gagnée que le 6 janvier par l'élection de sénateurs en Géorgie, qui n'est pas du tout un État favorable aux démocrates. C'est donc gagné avec un discours très modéré de façon à attirer les électeurs. Bon, donc déjà très très fragile, et ils n'ont que 11 sièges, si je ne me trompe pas, à la Chambre des représentants. Ce qui n'est pas non plus et très confortable, avec des sièges qui ont été gagnés récemment, là aussi sur des États qui sont des États beaucoup plus républicains que démocrates. Alors la gauche démocrate, qui tient un discours très très offensif, mais quand on regarde eux, leur circonscription, je veux dire, ils sont tranquilles. Hein, que ce soit la circonscription de New York où on est élu, je veux dire, à la limite, il y a un chien coiffé démocrate serait élu, quoi. Bon, c'est comme quand on avait des gens élus en Seine-Saint-Denis à gauche ou dans le bassin minier, c'était pas très compliqué de se faire élire. Eux sont dans des circonscriptions extrêmement favorables, urbaine, ouverte, universitaire, avec un discours Bernie Sanders, par exemple, qui fonctionne très très bien, alors que la courte majorité des démocrates est une majorité qui repose sur des États avec des électeurs beaucoup plus modérés. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment Biden, qui était quand même quelqu'un de très modéré, qui disait que son grand savoir-faire a été de savoir négocier les uns avec les autres, s'est vraiment laissé prendre par un programme qui ne pouvait pas être accepté par la partie modérée des démocrates qui pensent à leur réélection. Et dernier point, il faut rappeler que Joe Manchin est quand même un multimillionnaire qui a fait sa fortune en montant une petite société de courtage du charbon. Donc, on sait qu'en Virginie occidentale, le charbon, ça compte. Donc, on savait que de toute façon, il ne pourrait pas, avaler ce programme climatique. Eh bien, on fait la politique avec les moyens qu'on a et pas avec les rêves qu'on a. C'est un retour à la réalité. Matthias Fickel. Il y avait une grande naïveté en France et ailleurs en Europe après l'élection de Joe Biden en pensant probablement que ce serait le nouveau Roosevelt, même si tous avaient raison d'être soulagés après la présidence Trump qui quand même était la présidence de l'insulte permanente, du clivage permanent, de la polarisation permanente, et puis sur la scène internationale de l'instabilité permanente, parce que la diplomatie du tweet, ou lorsque vous quittez un grand sommet international depuis l'avion, vous tweetez pour insulter un de vos homologues, rend très compliqué la prise de décision, un minimum rationnel entre alliés, même si des intérêts divergents, bien sûr, existent. Alors, la situation est très préoccupante, parce que ce à quoi nous assistons, c'est à la maladie, peut-être à la dégénérescence de la démocratie américaine, qui est une immense démocratie, pardon de cette évidence, et qui est un des berceaux de la démocratie. Aujourd'hui, cette démocratie est abîmée d'abord par le rôle que tient l'argent dans la vie publique. Pour être élu, il faut mobiliser des sommes d'argent complètement folles.
Je pense que c'est autour d'1 milliard de dollars pour l'élection présidentielle et même pour la moindre élection locale ou élection au Congrès. Les sommes en jeu sont folles. Ce qui veut dire quoi ? Que les élus, globalement, sont quand même pieds et poings liés à leurs financeurs. Et il y a des adéquations assez foudroyantes et choquantes entre le financement des campagnes électorales et les votes ensuite. Donc ça, c'est un premier aspect. Alors, il n'y a pas la clé, vu que personne ne souhaite financer ou que personne n'a la majorité pour financer le mode pour réformer le mode de financement de la vie publique. Moi, je pense que ça, c'est une des clés parce que c'est tragique. Il y a une perversion du vote et de l'expression du suffrage à travers ces mécanismes-là, que nous avons pour l'instant la chance encore, avec des insuffisances, de ne pas avoir en France, à cause des plafonnements quand même très conséquents du financement de la vie politique. Et puis, le deuxième aspect terrible, c'est la polarisation, c'est l'enfermement des Américains, et ça vient chez nous aussi, avec toujours un peu de décalage, chacun dans son couloir, dans sa bulle d'enfermement algorithmique, où toute la journée, vous ne voyez que des gens qui sont d'accord avec vous, vous montez le bourrichon en un rien de temps, et donc il y a une hystérisation et une polarisation de la vie publique dans laquelle il n'y a plus aucun espace commun de discussion et d'appropriation. Ça me semble tragique, et le Parti démocrate ne fait pas exception là-dedans en réalité. C'est-à-dire que les partis ont toujours été plus faibles aux États-Unis, mais enfin il y avait quand même au Parlement comme dans les partis des lieux de discussion et d'arbitrage. Il me semble que maintenant, dans la démocratie de posture et dans une démocratie de plus en plus polarisée, la prise de décision politique est de plus en plus compliquée. Alors les conséquences sont de deux ordres. C'est d'abord la fragilisation à travers cela de la démocratie dans le monde entier. Quand vous avez un pays qui, sous Trump, jusqu'à l'incarnation présidentielle, et sous Biden, avec ce qui se passe, est aussi fragile du point de vue démocratique, c'est inquiétant pour tous les partenaires, tous les alliés, et aussi tous les pays non démocratiques qui se réfèrent souvent aux grandes démocraties pour essayer d'aller de l'avant. Donc, premier point sur le consensus démocratique, je pense que ça doit nous interpeller très fortement. Puis la deuxième chose, c'est l'impact sur le partenariat transatlantique et sur les alliances, avec, là, pour le coup, une très grande naïveté en Europe, me semble-t-il, sur la manière dont les Américains, quel que soit le président en exercice, déroulent des stratégies très offensives de défense de leurs intérêts. Alors, sous Trump, c'était caricatural et grossier, mais sous son prédécesseur, le président Obama, je peux en témoigner pour ce qui est des négociations commerciales, il y avait déjà des agendas et je ne le critique pas, je pense qu'ils sont en droit de le faire, simplement que l'Europe doit faire la même chose, de définition de leur intérêt national et ensuite de défense tous azimuts de cet intérêt. Donc il me semble que là-dessus, il y a une urgence, l'Europe a changé là-dessus et elle a raison à définir nos intérêts et à être en mesure de les dérouler avec de la réciprocité, avec des réponses à l'extraterritorialité du droit américain et avec vraiment une analyse. Encore une fois, c'est un partenaire, il ne s'agit pas de l'assimiler à d'autres puissances, mais c'est aussi un concurrent sur la scène internationale. Oui, je rappelle que vous avez été secrétaire d'État au commerce extérieur. Nicole Niesotto. Oui, je crois que les élections, les midterm élections aux États-Unis sont dans 10 mois. Et je crois qu'on peut sans risque dire que les démocrates ont perdu ces midterm elections et qu'ils vont perdre la majorité au Congrès et que le retour des républicains est absolument probable. Je suis prête à parier avec notre chef bien-aimé, Philippe Meyer, n'est-ce pas, que ce sera le cas. Alors moi, je voudrais... Et c'est un constat que je fais avec beaucoup de tristesse, parce que le retour des Républicains au pouvoir en 22 et après en 24 n'est pas une bonne nouvelle, ni pour la France, ni pour l'Europe. Je voudrais centrer sur le Parti démocrate et faire quelques remarques sur les démocrates. Premièrement, il y a une première question qu'il faut se poser. Est-ce que cette affaire, enfin l'échec de Joe Biden, à la fois sur le Build Back Better, le BBB, le plan social et climatique, et sur la loi électorale, est-ce que ces deux échecs sont dus à une fracture, une profonde au sein des démocrates entre un clan de gauche et un clan centriste, ou est-ce que ces deux échecs sont dus à la politique politicienne d'un homme seul ?
avec une compagne de temps en temps, mais en tout cas, un seul homme suffit, vu la majorité, l'égalité qu'ils ont entre démocrates et républicains au Sénat. Et c'est pas pareil. Parce que si on a une vraie fracture, un vrai problème de définition d'une ligne politique, de définition d'un consensus au sein du Parti démocrate, l'affaire est très grave et on n'arrivera jamais effectivement à un résultat aux élections de novembre prochain. Si c'est l'affaire d'un homme, et effectivement un milliardaire qui a fait sa fortune sur le charbon, qui est très proche des Républicains, il a voté pour 2 des 3 juges suprêmes qu'avait nommé Donald Trump, il a failli être nommé ministre de l'énergie, secrétaire d'État à l'énergie sous Donald Trump. Enfin, c'est un homme dont on sait depuis toujours qu'il est climato-sceptique. Donc, si c'est la stratégie personnelle d'un homme, ça peut se régler. On peut lui promettre Monts et Vermeil, on peut le faire secrétaire d'État, enfin, j'en sais rien, mais on peut acheter un homme. On peut pas acheter la rupture d'un parti. Mais si, ça se passe comme ça aux États-Unis, et Matthias Fekl vient de montrer pourquoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, alors là, Béatrice Gibelin en a un peu parlé, c'est une question de gouvernance interne au Parti démocrate. Il n'y a aucune surprise dans l'attitude de Joe Manchin. Il l'a dit depuis le mois de juillet dernier, qu'il est climato-sceptique, qu'il ne peut pas voter ça. Et donc, il n'y a aucune surprise. On savait qu'il allait mettre un veto. Pourquoi le Parti démocrate n'a-t-il pas tenté de régler en intérieur cette chose? Joe Biden n'arrête pas de dire qu'il connaît parfaitement le Congrès depuis 70 ans, qu'il sait manipuler les républicains. Il ne sait même pas manipuler ses propres sénateurs démocrates. Donc il y a un vrai discrédit sur le Parti démocrate, et c'est mon troisième point. Il me semble qu'aux États-Unis, il y a 3 partis. Il y a les républicains, les démocrates et les sans-partis. Et il y en a beaucoup. Or, aujourd'hui, les sans-partis sont un peu déstabilisés par le sentiment d'échec que donne le Parti démocrate. C'est comme ça, d'ailleurs, qu'ils ont perdu la Virginie dans les récentes élections, parce que les sans-partis ne peuvent pas voter pour des démocrates qui se font la guerre entre eux. Et quand on voit l'évolution du Parti démocrate depuis les élections précédentes, en 2016, sous Hillary Clinton, candidate, on avait un parti démocrate qui était plutôt qui représentait plutôt l'establishment, la bourgeoisie riche et cultivée, et en particulier de l'Est américain. Et ils ont perdu. En 2020, on a eu un parti démocrate qui n'avait aucune ligne politique, dont la seule ligne politique était l'opposition à Donald Trump. Et on pensait que l'élection de Joe Biden allait permettre au Parti démocrate de se refaire une ligne. En fait, on a aujourd'hui un Parti démocrate qui est dominé par la gauche, contrairement à ce qu'on croit. Et il y a un paradoxe entre le fait que l'échec de Joe Biden vienne des modérés, alors que c'est que la gauche qui est majoritaire, c'est le côté Bernie Sanders qui est majoritaire au sein du Parti démocrate. Et d'où l'inquiétude des sans-partis, à la fois de voir ce parti complètement paralysé par cette dissension intérieure, et en même temps de voir ce parti gauchisé par la montée en puissance des partisans de Bernie Sanders. Et ça, je crois que c'est très grave. Le Parti démocrate ne prend pas en compte son évolution par rapport à la société. Et donc, je conclus, Joe Biden, à mon avis, a fini sa présidence. Il ne se passera plus rien. Il ne pourra rien faire parce qu'il va perdre sa majorité. Et pour les Européens, on a 3 années qui viennent, qui sont 3 années de flottement absolu du leadership américain. En 2020, les démocrates n'ont pas perdu. Elle a perdu. Hillary Clinton a perdu. Mais en nombre de voix, ils ont considérablement gagné. Et je me demande dans quelle mesure ça n'a pas été un traumatisme fondateur de ce désordre. Parce que ça ne leur était pas arrivé depuis très longtemps. Marc-Olivier Padis. Oui, je voudrais faire 3 remarques. La première, c'est que je voudrais souligner, comme tout le monde l'aura remarqué, l'extrême finesse de l'articulation entre les 2 moments de notre discussion, puisque l'argument central du fameux Joe Manchin dont on parle depuis tout à l'heure, c'est de dire que l'inflation est un contexte qui nous empêche aujourd'hui d'être ambitieux politiquement. Donc, il y a un lien très profond et très fin entre les 2 moments de notre discussion. Deuxièmement, je voudrais réagir à la présentation de Nicole Machiavel sur les difficultés du Parti démocrate. Je ne suis pas tout à fait convaincu par ce cadrage. Alors, je sais bien qu'il existe une gauche démocrate très radicale. Ça ne fait pas de doute, en particulier sur les campus américains. Mais les campus américains, ça a toujours été un monde à part, un peu une bulle, dont l'influence sur la société américaine ne doit surtout pas être surestimée. Mais
Le débat entre les modérés et les radicaux a été tranché par les primaires. C'est Biden qui l'a emporté sur Sanders. Et Sanders s'est montré d'une fidélité, d'une loyauté vis-à-vis du parti et vis-à-vis de Biden absolument sans faille. Deuxièmement, quand on regarde les propositions du plan Build Back Better, qui est un plan énorme et foisonnant, donc on ne peut pas regarder, mais on prend des propositions comme par exemple développer la garde pour les petits-enfants au niveau local. Bon, c'est vraiment un programme qui, pour un Européen, est d'une modération absolue. Donc, les arguments ne portent pas sur les aspects les plus radicaux du programme, qui, à nouveau, est un programme très, très modéré. Et comme Béatrice l'a dit, aujourd'hui, ce sont des modérés, même pratiquement en Manchin, on se demande ce qu'il fait au Parti démocrate, c'est ça qui bloque. Et comme l'a dit Mathias aussi, c'est plutôt les institutions aujourd'hui qui sont verrouillées. Alors, ma troisième remarque, pour développer là-dessus, c'est que on avait publié... après les élections américaines, on avait sollicité différents intervenants américains pour commenter l'élection. On avait publié un texte de Jason Foreman, qui est un économiste de Harvard, qui avait été le président du cercle des conseillers de Barack Obama en matière économique. Et il anticipait le fait qu'il y aurait un blocage au Sénat. Et curieusement, il en tirait une conclusion plutôt optimiste. Il disait, de toute façon, avec Biden au pouvoir, la situation va s'améliorer. La situation sanitaire va s'améliorer parce que ça ne peut aller que vers du mieux. On va avoir une vraie campagne rationnelle, etc. Deuxièmement, l'économie va aller mieux parce que la confiance va revenir. Et troisièmement, les relations internationales vont se calmer parce que, comme l'a dit Mathias, la diplomatie du tweet a ses limites. Et de fait, c'est ce qui s'est passé. La situation américaine est bien meilleure, le chômage est bas, l'économie se porte pas trop mal, etc. Et donc, l'argument de Jason Foreman, c'était de dire... donc, la situation va s'améliorer, donc les Américains seront contents, et Biden, en plus, ne pourra pas développer un plan trop radical parce qu'il va être tenu par le Sénat, donc il va être très prudent. Comme il va être très prudent, il a une chance de gagner les élections intermédiaires et d'échapper à cette espèce de fatalité institutionnelle qui fait que quand un nouveau président arrive, il développe un programme tout feu, tout flamme, il va trop loin, il braque les modérés, il perd les élections intermédiaires et après, il est impuissant. Et Jason Foreman nous disait, ça va être exactement le contraire, c'est-à-dire... Biden va être très modéré, ce qui fait qu'il ne va pas apeurer les sans-partis, enfin les non-affiliés auxquels Nicole faisait référence. Il va gagner les élections intermédiaires et là, il sera en situation de mener son programme. Bon, on voit que ce plan majestueux ne se déroule absolument pas comme prévu et que même un président démocrate le plus modéré qu'on puisse imaginer, qui fait des plans... en essayant de trouver un consensus au Sénat, est bloqué. Et il est bloqué pour des situations institutionnelles, parce qu'au Sénat, ils sont à 50-50. Et comme l'a dit Joe Biden, 50-50, ça veut dire qu'il y a, chez les démocrates, 50 présidents. Il y a 50 faiseurs de roi. Et il y en a 2 qui se sont décidés à tout bloquer pour essayer d'obtenir des avantages. Et je pense qu'ils ont essayé de le circonvenir par tous les moyens les moins avouables possibles, mais qu'ils n'y arrivent pas parce que probablement ce Joe Manchin pense surtout aux élections intermédiaires. Donc, ce qui est vraiment inquiétant, c'est ce blocage profondément institutionnel pour lequel on ne voit pas vraiment d'issue. Alors, instaurer des gardes d'enfants, ça semble être une disposition modérée, et en même temps, est-ce que ça n'est pas... Marc-Olivier, tout à l'heure, parlait de la température officielle, ressentie, de la température ressentie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de modération ressentie ? Je veux dire que, quand même, l'un des ressorts du comportement des Américains, c'est de se tenir, ou de tenir l'État le plus possible à l'écart de leur vie quotidienne. Et que, du coup, cette mesure, qui nous paraît à nous extrêmement modérée, voire même faiblarde, peut paraître à certains, ou peut-être transformée, utilisée c'est le début du socialisme. Pour passer, exactement, c'est du socialisme, du collectivisme, et des rouges. Béatrice Gibelin.
Oui, je voudrais rappeler quand même que si Bernie Sanders a été assez fidèle à Biden, il a tiré un peu les leçons de ce qui s'était passé vis-à-vis d'Hillary Clinton, parce qu'il n'avait pas montré un soutien sur la gauche démocrate, n'avait pas vraiment eu une mobilisation et un enthousiasme à soutenir Hillary Clinton. Et on a eu Trump. Donc, il s'en souvenait peut-être un peu à ce moment-là, bien sûr. Moi, je pense quand même, plus que l'histoire de garde d'enfants et le début du socialisme, c'est ce qu'a rappelé Matthias Fekl, c'est-à-dire que le poids des lobbies et des financiers dans les élections est devenu tel qu'on ne peut pas s'abstraire de ces soutiens-là. Et que si on veut être élu, c'est impérativement, on doit en tenir compte. Avec un électorat qui est quand même très à gauche dans certains milieux très particuliers aux États-Unis, qui pèse évidemment dans le débat chez les démocrates, mais où la grande partie quand même des électeurs américains est plutôt, on va dire, de centre-droit en allant vite. Nicole. Oui, un mot sur les institutions américaines contre la démocratie, si je caricature, il y a un vrai risque. C'est la loi électorale. On a aux États-Unis une loi fédérale qui dit le jour de l'élection présidentielle, c'est tel jour, il y aura tant de grands électeurs, etc., qui fixe les grandes règles de l'élection. Et puis, on a les lois de chaque État qui disent les urnes seront là, on aura de telle heure à telle heure, etc. Et donc, on voit aujourd'hui que dans 40 des 50 États, là où les républicains sont majoritaires, ils changent la loi électorale de façon la plus légale possible, puisqu'ils ont le droit, l'État a le droit, de façon à écarter des votes le maximum de gens qui sont contre eux. Et ce qu'essayait de faire Joe Biden, c'est de rétablir une loi fédérale qui permettrait le vote par correspondance, le vote par procuration. Et on voit bien aujourd'hui que le fédéralisme américain, aujourd'hui tel qu'il fonctionne, est un obstacle à la démocratie. Matthias Fekl. Un dernier point très bref, il y a aussi une lecture très institutionnelle en continuité avec ce qui a été dit. Les pouvoirs américains sont organisés de manière à se neutraliser entre eux pour que l'État, à part sur quelques sujets essentiels, et encore, et notamment sur l'international, soit tenu le plus loin possible et soit cantonné. On en a aussi une vérification là, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un équilibre des pouvoirs, en réalité, il y a une neutralisation des pouvoirs entre eux qui permettent ensuite à ce que la politique se tienne le plus loin possible, en réalité, de la vie des Américains. Marc-Olivier Padis. Pour prolonger ce que disait Nicole, quand on dit les États prennent des dispositions juridiques à l'échelle locale pour limiter l'accès au vote d'une certaine partie de la population, tout ça est dit dans un vocabulaire assez abstrait où on finit par ne plus voir de quoi il s'agit. C'est-à-dire que c'est vraiment une hostilité, mais détaillée, systématique, presque haineuse contre les minorités. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'il y a un État, par exemple, qui a pris une loi qui considère comme un crime, pas comme un délit, mais comme un crime, le fait d'apporter à manger à quelqu'un qui fait la queue dans une file d'attente pour aller voter. Parce qu'ils installent des bureaux de vote en sous-effectif, exprès, dans certains quartiers, ce qui fait que les gens sont obligés d'attendre 4 ou 5 heures pour pouvoir voter. Et là, on considère comme un crime le fait d'aller apporter à manger à quelqu'un qui fait la queue. Donc, il faut voir ce que c'est, le niveau d'hostilité, qui, pour nous, est quand même quelque chose d'insensé. Donc, je voudrais quand même dire que la problématique principale, c'est pas le fait qu'il y a une gauche radicale, c'est que le fait que la droite se laisse entraîner vers une extrême droite, où on a quand même eu des milices paramilitaires qui ont essayé un coup d'État à Washington, que le Sénat, que les républicains du Sénat n'ont pas voulu participer à la commission d'enquête sur ce fait quand même majeur de la vie politique américaine contemporaine, et ce type d'exemple pour limiter l'accès au vote qui montre une dérive à droite du Parti républicain qui est quand même tout à fait inquiétante. Marc-Olivier soulignait tout à l'heure la fluidité de notre débat, en passage de l'inflation aux États-Unis. Je vais maintenant souligner la fluidité du passage au Bref, puisque c'est maintenant l'heure de cette dernière séquence, parce qu'à la suite de ma Bref de dimanche dernier sur Don't Look Up, que diffuse Netflix, bref dans laquelle j'ironisais sur le caractère caricatural de la représentation de la politique aux États-Unis et notamment du personnage de la présidente incarnée par Meryl Streep, plusieurs de nos auditeurs habitant aux États-Unis m'ont écrit pour me dire que je m'étais mis le doigt dans l'œil usque ad omoplatum, comme on dirait dans Astérix, et la critique
la plus développée est celle que je vais lire et qui émane de notre auditeur Emmanuel Dupuy-Danjac. Je le cite donc. « Je me permets un commentaire sur votre bref à propos du film Don't Look Up. Je vis aux États-Unis depuis maintenant près de 25 ans et je constate avec horreur depuis les années Bush, probablement depuis Reagan, la descente aux enfers de la démocratie américaine. La suppression du droit de vote, une Cour suprême fanatisée, un Pentagone omnipuissant et inquisiteur, la criminalisation de journalistes tels que Julian Assange, la propagande des médias américains, la captation du pouvoir par une minorité blanche, le Sénat par le découpage électoral représente en gros 30% des électeurs, la remise en cause du droit à l'avortement, la toute-puissance des polices locales américaines, en moyenne les polices américaines tuent 1000 personnes par an, l'incarcération de masse, Bill Clinton à lui tout seul est responsable de la mise en prison en gros d'1 million de Noirs après qu'il a fait adopter la règle « Three strikes and you're out », c'est-à-dire vous avez 3 condamnations et vous êtes définitivement hors de la société. L'omnipuissance des lobbies américains, le sénateur Manchin et sa femme ont touché en 2020 plus d'$1 million d'un producteur de charbon de West Virginia, l'éradication des syndicats, voire Amazon, le système de sécurité sociale inexistant, le salaire minimum qui n'a pas changé depuis les années Reagan. Le capitalisme américain a tué la démocratie en Amérique. Le Parti démocrate et républicain sont complètement corrompus par le capitalisme. Je suis affolé de constater que les Européens ne voient pas la gravité de ce qui est en train de se passer de ce côté de l'Atlantique. Il est urgent de fermer le New York Times, de ne pas le lire, ne pas fermer dans le sens, et de suivre le peu de journalistes intègres qui restent dans ce pays. Matt Taibbi et Glenn Greenwald sont des voix importantes. Le livre de Jane Mayer, Dark Money, est également un ouvrage important. À ma connaissance, d'ailleurs, il n'est pas traduit. J'ai cherché, en tout cas, il ne l'est pas. Appel aux éditeurs, si quelqu'un est en train de le traduire, qui veulent bien nous le dire. Pour en revenir au film, oui, c'est une caricature, mais à peine poussée. Une partie des dialogues sont d'ailleurs des reprises de Trump, notamment lorsque le fils de la présidente du film parle de sa mère comme une nana qu'il aurait bien mise dans son lit si ce n'était pas sa mère. Trump a dit exactement la même chose de sa fille. Les élections de mi-mandat vont être une catastrophe et le futur très sombre. Marc-Olivier Padis. Pour revenir à la politique française, dans les grands sujets qui seront peut-être débattus dans la campagne électorale, si elle se développe un jour, il y aura nécessairement des réflexions sur la réforme de l'État, un grand sujet qui trouve encore des amateurs, bien que ce soit une matière assez austère. Et donc il y a 3 jeunes spécialistes des questions de politique publique, Daniela Gazinski, Romain Baucher et Céline Dagnon, se sont réunis pour écrire un livre sur l'État qu'il nous faut, où leur ligne directrice, c'est de s'interroger si la politique publique française est adaptée à des décisions, en particulier pour faire face au changement du régime climatique. Et donc, comment est-ce qu'il faudrait repenser une organisation de l'action publique complètement orientée vers la prise en compte de ce nouveau défi qui, pour eux, doit en fait prédominer et réorganiser les décisions publiques. Et donc, c'est publié chez Berger-Levrault dans une collection Au fil du débat Action publique, donc pour public motivé, comme on dit, mais c'est quand même un sujet majeur, peut-être quand même pour l'élection présidentielle. Béatrice Gibelin. Oui, moi, ce serait l'ouvrage de Michel Duclos, La France dans le bouleversement du monde, qui a été publié à l'Observatoire. C'est un livre extrêmement intéressant, d'abord parce que Michel Duclos est un ex-diplomate et qu'il a donc une très très longue expérience. C'est lui qui a été ambassadeur en Syrie et qui a une longue expérience et une très très bonne connaissance de la politique étrangère française. Alors, il raconte comment Emmanuel Macron a essayé de changer les choses, comment avec une certaine fougue, il s'est attelé à faire bouger un certain nombre de choses. Et il dit, le diagnostic d'Emmanuel Macron était lucide sur la montée de la Chine, incontestablement, sur le retrait des États-Unis des affaires européennes et moyen-orientales, sur la moindre attractivité du modèle démocrate. Il dit tout ça a été très, très, très bien vu. Il a essayé, mais les résultats
résultats, évidemment, sont loin d'être à la mesure de tout ce qu'il a essayé de lancer, ce qui a continué à alimenter la perception d'une France arrogante et qui a toujours énormément de difficultés à faire son deuil de n'être plus la grande nation et qui s'accroche à son siège au Conseil de sécurité. Et il dit, en fait, la France compte quand même plus qu'on ne veut bien le croire, mais nettement moins que le souhaite Paris. Et je trouve que cette formule est très, très juste. Voilà, on parlera peut-être pas trop de la politique étrangère dans la campagne électorale, comme on en a hélas l'habitude, mais je trouve que c'est un livre qui donne une bonne perspective. Nicole. Je voudrais continuer la fluidité de notre émission entre l'analyse géopolitique et l'art pour vous proposer d'aller voir très vite, avec un immense enthousiasme, l'exposition de photos de Steve McCurry qui nous est présentée au Musée Mayol jusqu'en mai 2022. Steve McCurry est un journaliste de l'agence Magnum qu'on connaît tous, que le monde entier connaît, par sa photographie de la jeune Afghane avec des yeux verts comme le fond vert de la photo et qui a fait le tour du monde et qui l'a d'ailleurs retrouvé il y a quelques années en faisant la photo d'une dame maintenant âgée. Et donc, il y a au musée Mayol une rétrospective immense. Il y a plus de 150 photos grand format, couleur crue, qui est la marque de fabrique de Steve McCurry, qui sont absolument sublimes parce qu'elles sont sublimes à la fois de beauté et de tragédie, de sérieux. Alors, c'est pas forcément toujours des paysages de guerre, pas du tout. Il y a des photos de New York, il y a des photos de l'Inde. Il a parcouru beaucoup l'Asie, l'Amérique latine, mais avec une priorité donnée au visage. Il y a des visages de vieilles personnes dans ces pays, en Inde notamment, qui sont absolument parlants. Et il a donné une priorité au regard. Ces gens ne sourient ni ne pleurent pas. Ils ont juste une densité de regard extraordinaire. Donc je vous conseille d'y aller. On en ressort, mais vraiment avec une émotion qui est à la fois une émotion politique, et une émotion esthétique. Mathias Fekl. Alors vous allez voir la fluidité extraordinaire puisque nous restons dans le domaine de l'art et pourtant nous ne nous sommes pas concertés. Je vous conseille la biographie de Francis Picabia par Bernard Marcadet. Ça s'appelle Francis Picabia Rastaquouère, ce qui est un clin d'œil à Serge Gainsbourg. Alors c'est chez Flammarion dans les grandes biographies où ce livre a toute sa place. D'abord parce que la vie en elle-même est haute en couleurs. Ensuite parce que le récit qui en rend compte est foisonnant et passionnant. C'est un éloge de la liberté dans la vie comme en art, et notamment de l'affranchissement par rapport à l'académisme, bien sûr, mais aussi au dogme. Et donc, je trouve, d'abord parce que j'admire ce grand artiste, mais aussi parce que nous sommes dans une époque assez dogmatique et souvent sectaire, que la lecture de cette vie picaresque est tout à fait salutaire. Je signale, je ne peux pas en dire davantage car je l'ai reçu hier, mais je signale que Lucille Schmitt, notre amie Lucille, avec Olivier Mongin, publie chez Bayard, avec un B, Emmanuel Macron à contretemps. Et puis je voudrais dire aussi que j'ai signalé tout à l'heure que plusieurs de nos auditeurs aux États-Unis m'ont écrit sur le même ton que cette lettre que j'ai lue tout à l'heure, et que dans cet environnement de réseaux sociaux, d'énervement général, peut-être en plus accentué par la campagne présidentielle, dire le ton sur lequel ces auditeurs m'ont écrit, qui est celui de ce que la règle de Saint-Benoît appelle la correction fraternelle, est quelque chose qui est extraordinairement savoureux. Et agréable. Je voudrais remercier Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée, Benoît Carré, qui en assurera le compte-rendu analytique, le compendium, Nicolas Tourneau, qui veille à notre site, Olivier Magloire, qui veille à nos plateformes de financement, Adrien Beccaria qui a enregistré cette émission au studio L'Arrière-Boutique et Julien Neuville et Nouvelles Écoutes qui la produisent. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour le 2e épisode de nos conversations avec Alexandre Gady et dimanche prochain pour un Nouvel Esprit Public, en vous rappelant que celui du 13 février sera à l'École alsacienne en public et que les inscriptions sont déjà ouvertes.